manchette aujourd'hui d'une drogue insolite, le fentanyl et le manque de ressources en santé publique et la CSRS et les tempêtes de neige. Et sur notre plateau aujourd'hui, nous avons Geneviève Hébert, la nouvelle députée de la circonscription de Saint-François. Bonjour et bienvenue au bulletin de la salle de nouvelles. Le dépoussiéteur à clavier inquiète la santé publique. Ce produit facilement accessible et peu coûteux peut causer la mort. Léa Goupil, Saint-Laurent, Jeanne Cloutier et Zachary Bolduc-Giguère se sont renseignés afin de connaître davantage sur les conséquences reliées à ce produit. La direction de la santé publique de l'Estrie mène une enquête épidémiologique suite à plusieurs cas d'intoxication. Un simple dépoussiéreur à clavier peut devenir mortel si on n'en tient pas qu'à sa première utilisation. En 2015, c'était une tendance chez les adolescents de le respirer pour en retirer les effets. Mais c'est nouvellement les adultes qui en sont victimes. Pour en apprendre davantage, nous avons interrogé Marie-Josée Roy, l'enseignante de sciences. Qu'est-ce qu'il y a dans le produit qui cause des effets? En fait, c'est une molécule de difluoroéthane qui cause les effets qu'on connaît. Donc, c'est cette substance-là qui altère le jugement puis qui peut causer des problèmes importants aussi au niveau de la santé. L'inhalation de ce produit peut mener à avoir de la difficulté à parler, des étourdissements, des vomissements, perte de conscience et dans certains cas, jusqu'à l'hospitalisation. Puis, qu'est-ce qui cause la mort? En fait, c'est que cette molécule-là va faire en sorte que ton cœur s'emballe. Fait que tu vas commencer par faire, je dis tu, mais la personne qui consomme ça va commencer par avoir une arythmie cardiaque, c'est-à-dire que le cœur ne va pas battre à une fréquence qui est régulière. Puis ensuite de ça, il peut battre à une fréquence qui est de plus en plus élevée jusqu'à un moment donné provoquer un arrêt cardiaque. Donc, pour conclure, nous espérons que l'enquête mènera à une solution afin qu'il n'y ait pas d'autres cas de décès ou d'hospitalisation. C'était Léa Goupil-Saint-Laurent, Zach Bolduc-Giguère Et Jeanne Cloutier pour la salle des nouvelles. Merci. La tempête de neige du 16 novembre dernier a donné beaucoup de fil à retordre aux autorités de la CSRS. Et c'était sans compter sur la tempête occasionnée par la colère de plusieurs parents. Gaëlle Lacroix-Côté, Cassandra Dupé-Ruel et Jackson Lefebvre font le point. En effet, Corinne, cette tempête de neige a semé la controverse au sein de la CSRS. Alors que l'institution avait mis ses écoles en mode veille la journée d'avant, elle a tout de même choisi de garder ses écoles ouvertes. Des parents, des chauffeurs, des élèves et même des enseignants étaient en désaccord avec cette décision. Certains affirment que les routes étaient beaucoup trop dangereuses pour envoyer les élèves à l'école. Monsieur Mercier, comment sont prises les décisions en ce qui concerne les jours de tempête? Chaque jour, on reçoit des rapports météo. On est abonné à un site spécialisé et on reçoit ça chaque jour. On regarde un peu qu'est-ce qui s'en vient. On écoute les nouvelles. Et quand on nous annonce une tempête de neige, une grosse bordée de neige, là, on s'en va voir de façon un petit peu plus précise ce qui s'en vient. Si on voit là, que c'est risqué là, pour le lendemain au niveau des autobus, de la circulation, puis de se rendre à l'école, à ce moment-là, on va se mettre en veille. Donc, Pour prendre une décision comme ça prend vraiment une grosse équipe de cardiologues, de chauffeurs, puis... Oui, bien, pour prendre la meilleure décision possible, il faut aller chercher le plus d'informations, que ce soit autant sur la météo que sur le transport, les conditions routières. Donc, il faut faire un portrait de l'ensemble pour être capable de prendre la meilleure décision possible. Madame Pomerleau, le 16 novembre dernier, une tempête a éclaté à Sherbrooke. Pourtant, la CSRS a quand même décidé d'ouvrir ses écoles. Avez-vous hésité le matin du 16 novembre à envoyer ton frère à l'école? Non, parce que je fais confiance aux gens qui prennent ce genre de décision-là, donc je me suis pas posé de questions, j'ai pas hésité du tout. Au Québec, l'hiver et l'école continuent. Espérons donc de meilleures décisions au sein de la CSRS. C'était Gaëlle Lacroix-Côté pour la salle des nouvelles. Sommes-nous en train de perdre la guerre dans notre lutte contre le fentanyl et ses dérivés? Depuis le début de la crise de santé publique en lien avec ces drogues, les hôpitaux peinent à endiguer le problème. Joshua Poulin et Nadège Bolvin ont cherché à comprendre. Est-ce que le gouvernement est en train de perdre le combat contre le fentanyl? Depuis l'automne 2018, nous avons pu voir par ce média que la crise du fentanyl est bien présente dans la province de Québec. Malheureusement,
Le gouvernement n'emploie pas les mesures nécessaires face à ce problème. Nous avons demandé à Nathalie Gauthier, une traumatologue, si elle trouvait que les mesures imposées par le gouvernement pour encadrer cet opioïde étaient suffisantes. La réponse est oui et non. Oui, pour les gens pour qui le fentanyl est prescrit, par exemple les soins palliatifs ou encore les gens qui vivent un traumatisme, exemple de la route et qui sont opérés. Donc, quand ils sont sous respirateur à l'hôpital, tout ça, les normes gouvernementales sont excellentes. Par contre, pour les gens de la rue là, qui prennent des drogues illicites, les normes ne sont pas suffisantes et la raison est simple, c'est qu'on ne peut pas faire de tests sur les drogues qui sont achetées dans la rue pour contrer l'effet du fentanyl. Dans ce graphique, on peut observer que le pourcentage des opioïdes délivrés par une pharmacie communautaire est beaucoup plus élevé que celui pour les visites aux urgences liées au mésusage d'opioïdes. Si on ne trouve pas les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette crise, la santé de plusieurs personnes risque d'être dans un état critique. C'était Nadège Boivin, à l'école secondaire de la Montée, en direct de la salle des nouvelles. Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré qu'il était trop intelligent pour croire au réchauffement climatique. Lors d'une entrevue accordée au Washington Post, qui a été publiée sur Internet, Trump a mentionné des articles qui parlent du cycle naturel du réchauffement et du refroidissement planétaire. Aux États-Unis, depuis 2015, 400 milliards de dollars ont été dépensés pour le dédommagement des accidents en lien avec le climat instable. Le président américain se pose en complète contradiction avec le consensus scientifique à cet égard. Plus de 3000 études scientifiques pointent dans la même direction, soit celle qui identifie l'être humain comme principal facteur du réchauffement climatique. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé qu'il prévoyait mettre sur pied environ 220 classes de maternelle 4 ans pour la prochaine rentrée scolaire au Québec, soit 2 fois plus que l'an dernier. Robert Gendron, directeur général de la Commission scolaire de Montréal, annonce que la création des maternelles 4 ans est une bonne intention, mais que pour le moment, la situation est compliquée et la réalisation d'autant plus difficile. Les écoles ont déjà du mal à trouver de l'espace pour répondre aux besoins de la clientèle actuelle qui grossit d'année en année, en raison des projets immobiliers, de l'immigration et du manque d'enseignants. Le pacte sur l'immigration de l'ONU a été approuvé officiellement ce lundi 10 décembre à Marrakech au Maroc. 150 pays, incluant le Canada, ont signé ce traité pour adhérer aux nouvelles règles et lois concernant la migration. Toutefois, cette entente soulève déjà la controverse alors que plusieurs pays se sont retirés à la dernière minute du pacte en raison des protestants qui a engendré. Le chef de l'opposition à Ottawa, Andrew Scheer, à l'instar d'autres politiciens, dénonce la perte de souveraineté du Canada en lien avec l'immigration, ce qui dément Louise Arbour, responsable du dossier international. Après une rencontre bilatérale entre la Chine et les États-Unis à l'issue du sommet du G20 à Buenos Aires, les deux pays ont évoqué une pause sur les droits de douane, sans donner beaucoup de détails. La Chine a accepté de réduire et supprimer les droits de douane sur les voitures venues au pays depuis les États-Unis. En juillet, la Chine avait abaissé à 15 % contre 25 % auparavant les droits de douane sur les automobiles importés, alors que le pays entrait dans un conflit commercial ouvert avec les États-Unis. Pékin y avait ajouté des droits de douane de 25 % pour les modèles fabriqués aux États-Unis, portant le total de 40 %. Après la pause, le volet culturel plein feu et Geneviève Weber, députée de Saint-François, répond aux questions de Louis-Félix Côté. Oui? Est-ce que toi, ça, t'es correct pour conduire? Ouais. Parce que c'est mieux que tu me parles à moi que tu parles à lui. À l'heure
Malheureusement, chaque année, de nombreux rhinocéros sont abattus et ou dépourvus de leurs cornes pour les soi-disant propriétés anticancérogènes de la kératine contenue dans celle-ci, mais aussi pour la vente d'objets sculptés. Mais cela doit stopper. Plus les années avancent et plus le risque que les rhinocéros s'éteignent devient important. Si vous souhaitez soutenir la cause, vous pouvez donner des dons à la IFAW et au Rhino Rescue Project, parce que vous pouvez faire une différence. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Le jeu a ses limites. Oh mon Dieu! Ah, le dindon! Je pense que ça serait temps de mettre les pneus d'hiver, moi, hein? Madame Geneviève Hébert, de la Coalition Avenir Québec, est devenue le 1er octobre dernier la nouvelle députée de la circonscription de Saint-François, succédant au libéral Guy Hardy. Louis-Félix Côté s'entretient avec elle sur notre plateau. Vous venez d'être nommée whip adjointe à l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle? Certainement. Donc, on a été élus 74 députés. Alors, on est répartis en 2 équipes. Donc, j'ai 34 députés sous ma gouverne. Donc, je dois m'assurer de leur assiduité, qu'ils soient en chambre, m'assurer qu'il y ait de la cohésion, solidarité au sein de l'équipe et de m'assurer aussi que s'ils ont des problèmes ou quoi que ce soit, ils ont des demandes, des congés à demander. Donc, c'est à moi qui est responsable de cette équipe-là. Donc, c'est travailler au sein du gouvernement, mais du côté humain. Donc, vous êtes une entrepreneur accomplie. Vous avez fondé la boutique Mère Poule. Vous êtes très impliqué dans notre milieu. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer en politique? Alors, j'ai eu un commerce pendant 14 ans, ce qui m'a permis d'être porte-parole pendant 5 ans de rue principale. Alors, étant donné que j'ai fait un beau projet de revitalisation, on a dynamisé la rue King-Est, alors je voulais faire un petit peu plus pour les citoyens, puis les servir à plus grande échelle. Donc, c'est auprès du gouvernement provincial que j'ai voulu me lancer. Et là, maintenant, je suis au service des citoyens. Depuis votre élection, qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans votre nouveau rôle? Je dirais que c'est l'Assemblée nationale, avec toute son architecture, les gens qui ont été aussi qui ont siégé là, donc tous les personnages historiques et le décorum aussi face à la présidence de l'Assemblée, tout le décorum qu'on doit saluer quand on rentre. Alors, j'ai toujours cet émerveillement-là à chaque fois que je rentre dans le Salon Bleu et j'espère le garder jusqu'à la fin de mon mandat. Et les médias ont rapporté que l'ancien député libéral de la conscription a détruit tous ses dossiers avant de partir. En quoi cette pratique, qui n'est pas nouvelle, affecte votre travail? Bien, ça affecte mon travail parce que je dois aller à la recherche de tous les dossiers qui ont déjà été avancés avec ce député-là. Donc, tout a été détruit. Alors, c'est une pratique qui se fait. C'est pas tout le monde qui le fait, mais il y a au-delà de 30 circonscriptions au Québec qui ont subi le même sort. Donc là, ce qu'on veut faire présentement, c'est de faire une procédure pour les citoyens pour protéger leurs dossiers quand il y a un changement de députés, mais aussi, c'est qu'on va légiférer pour que quand il va y avoir un transfert de bureau avec un autre parti politique, on va s'assurer que tous les dossiers vont suivre parce que c'est les citoyens qui sont pénalisés au compte. C'est tout ce que nous avions pour vous, Mme Hébert. De retour au studio avec Vanessa. Les élèves d'art de la scène de l'École secondaire de la Montée présentent leur talent show cette semaine. À l'affiche, du chant choral, des numéros musicaux, des extraits de pièces de théâtre à venir et des projections multimédia. Un reportage de Juliane Vallière, Alicine Rindeau de La Haye et Kenny Pinault d'Aïchimi. Derrière
ses portes, ce soir se tiendra la 5e édition du Talent Show, un événement très populaire à l'école secondaire de la Montée. Organisé par l'ensemble des arts de la scène, ce spectacle met en œuvre des chorales musicales, des extraits théâtrales et certains autres numéros. Chaque billet vendu contribuera à donner des fonds pour le voyage Europe. Nous avons donc interrogé Yannick Loutier, professeur de musique à l'école Lebert, à propos du Talent Show. Bien, en art de la scène, on a de tous les arts. Certains sont plus danse, certains sont plus théâtre, art plastique, certains sont plus musique. Donc, ça permet à ceux qui sont plus musique de pouvoir s'exprimer. Oui, je modifie chacune des chansons parce que la chanson, si on la fait pareil, ben, comme elle existe déjà, fait qu'il n'y a rien d'original à faire ça. Moi, ce que j'aime, c'est de prendre une matière, de la transformer puis de la rendre personnelle. Donc, ça fait en même temps découvrir des chansons revisitées aux parents qui viennent nous entendre. D'année, on s'organise, Yannick puis moi, je rencontre les profs, puis là, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire dans le spectacle? Depuis l'an dernier, on a rajouté le théâtre. Fait qu'on pourrait dire que depuis le mois de septembre. Parce que je voulais que les jeunes, pour les plus jeunes, d'avoir une première, la chance de vivre la scène une première fois, puis je trouve que ça s'intègre bien dans le spectacle de chant choral, parce que c'est pas juste du chant, en art de la scène, on fait aussi du théâtre, parce que la majeure est en art dramatique, donc c'est pour moi une autre façon de présenter ce que les jeunes vivent en art de la scène. Certaines personnes sont dans le besoin. C'est pour cette raison que les paniers de Noël collectés dans différents milieux leur viennent en aide. Charlotte Latulippe, Tommy Beaulieu et Rebecca Dufresne se sont intéressés à l'activité à venir. En effet, Corinne, plusieurs organisations collaborent à ce projet, comme par exemple la collecte de denrées que les cadets font, ou encore comme à notre école, qui ramasse les denrées et les dons faits le 4 décembre dernier. Nous avons parlé à Marie-Chantal pour aborder le sujet. Prévu la distribution des paniers de Noël. La distribution a lieu pour la commission scolaire le 18 et le 19 décembre cette année. On a juste quelqu'un pour aller porter nos denrées. On a jusqu'au 12 décembre pour apporter nos denrées non périssables ici à l'école. Quel est le montant final de l'argent accumulé du peloton Saint-François et Lebert? Pour Saint-François, il y a eu 425 $ de ramassés pour la journée civile et 528 ici à Lebert, ce qui fait un montant de 953 $ qui vont servir pour l'achat des denrées périssables pour les paniers de Noël. Merci. Soyez généreux et donnez en grand. Le temps des fêtes arrive à grands pas, un moment qui peut être excitant pour certains, mais stressant pour d'autres. Lily Métaillé et Cédric Olivier Mendez ont posé la question aux élèves de Lebert. C'est ça. Je change mon argent pour acheter un cadeau à mes parents. 15 $. Le temps des fêtes arrive à grands pas, un moment qui peut être excitant pour certains et stressant pour d'autres. Et toi? Si tu as un budget de 15 $, quel serait le cadeau idéal que tu offrirais à tes parents? Qu'est-ce que tu vas leur acheter? Je sais pas. Bonne chance. Du McDonald's. Du McDo, Big. On a répondu la même affaire. Sérieux? Ouais, du McDo. Parfait. Toi, qu'est-ce que tu leur achèterais? Une tique de Père Noël. Ah, un bon petit Subway, man. De quoi manger, je sais pas. Qu'est-ce que tu achèterais à manger? Hein? Un petit café. Je sais qu'elle a un petit café. Avec 15 $, bro. Avec 15 $. J'ai acheté une caisse de bière pour mon père. Puis j'ai acheté une rose pour ma mère. Des couches? T'achèterais des couches pour des parents? Ouais.
premièrement, je lui achèterai l'amour de ma vie parce que ce sont mes parents qui m'aident. Et deuxièmement, je vais lui acheter une grande maison. Quand il va voir leurs enfants, ils vont vivre dedans. On a remarqué beaucoup d'imagination. Mais n'oubliez pas, c'est l'intention qui compte. C'était Lily Métaillé, Cédric Mendez en direct de la salle des nouvelles à l'école Lebert. Et voilà, ceci termine notre bulletin de nouvelles. À la réalisation, Félix Lévesque, Misaël Zapata-Pépin. Et au pupitre, Corinne Charland-Saint-Pierre et moi-même, Vanessa Gagné. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Nous serons de retour en 2019 pour d'autres bulletins de nouvelles. D'ici là, reposez-vous bien et profitez des joies de l'hiver.